on va regarder ensemble la démonstration de FluidNC, un firmware qui permet de créer des contrôleurs, en fait de piloter des machines à commande numérique. Ce qu'on connaît tous, ce qui est beaucoup utilisé, hop, j'ai un exemple ici, c'est GRBL qui est utilisé sur des Arduino Uno comme celui-là. Et en fait, GRBL, c'est le firmware par défaut qui est utilisé dans énormément de machines à commande numérique. Et il fait très bien la job, hein, il n'y a pas de... Là-dessus, j'ai rien à redire. Puis c'est très polyvalent, c'est génial parce que beaucoup de logiciels le prennent en charge, mais il a quelques limitations, notamment le fait que l'Arduino ayant une limite de mémoire, eh ben, on ne peut pas en fait prendre en charge toutes les commandes de G-code qui existent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le G-code, dans le fond c'est simple, bah là sur le côté j'ai une imprimante qui est en train de tourner. L'imprimante c'est aussi une CNC d'ailleurs. Et ben en fait elle, pour qu'elle fabrique une pièce, j'ai dû lui donner un fichier. Et ce fichier, en fait, c'est des instructions en G-code qui lui disent quoi faire. Voilà. Le G-code, il a des fonctions. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre sur un Arduino toutes les fonctions possibles à faire avec un G-code. Donc, ça, c'est la première limitation qui fait qu'on pourrait s'intéresser à utiliser une autre carte plus performante pour faire sa propre CNC. Le deuxième point, moi, c'est celui-là qui m'intéressait le plus. J'ai tendance à utiliser les machines à distance. Un peu comme là, l'imprimante, j'aime bien qu'elle soit un peu autonome, qu'elle fasse son travail, que j'ai un moyen de la piloter, puis de l'arrêter si j'ai besoin. Et ben, la machine à commande numérique, que ce soit laser ou fraiseuse pour couper du bois, c'est un peu la même chose. On a besoin, en fait, moi j'ai besoin en l'occurrence de pouvoir la piloter à distance. Et donc, ce que ce genre de module va pouvoir amener, c'est justement la possibilité de le connecter à notre réseau Internet et de la contrôler via le réseau avec un ordinateur qui se trouve dans une autre pièce, sans avoir besoin d'une liaison directe avec un câble. Et ça, j'aime bien parce que souvent, le bureau, ça va être l'endroit qu'on va essayer de garder propre et non poussiéreux. Alors autant quand c'est du laser, on met des caches, des lunettes, ça peut fonctionner, mais autant moi, là, je m'étais fait une boîte pour tout ce qui est fraiseuse. Ben, même la fraiseuse, le problème qu'il y a, c'est que c'est bruyant. Donc si vous voulez exécuter ça et avancer sur une tâche à côté, souvent on veut la mettre dans une autre pièce, donc on lui donne son propre ordinateur pour la rendre autonome. Et bien là, ce qui va être intéressant avec ce projet-là, c'est que grâce à ce genre de carte plus performante, et ben on va pouvoir embarquer en fait une interface et contrôler notre CNC directement via le réseau. Qu'est-ce que c'est déjà pour commencer, cette carte-là? Celle que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est une carte, ça s'appelle un ESP32. Je mettrai le lien dans la description. C'est des microcontrôleurs, donc c'est exactement comme l'Arduino, c'est des cartes de programmation, on les branche en USB à notre ordinateur, on écrit du code, on l'injecte, puis on peut faire plein de choses avec. Pour commencer, ben, ce que j'ai besoin, c'est d'un câble USB et d'un ESP32. Le câble USB, petite spécificité, il faut bien faire attention à avoir un câble qui transfère la data. Pour ça, ça signifie que quand on regarde à l'intérieur d'une prise USB, on peut voir normalement 4 pins en métal. Et ben, il faut s'assurer qu'on ait bien les 4 pins en métal pour transférer la data. Des fois, on a des câbles USB qui ont que les deux du centre. Ça signifie que c'est des câbles de recharge, mais pas du tout de transfert de data. Bon, après, de toute façon, la meilleure chose à faire, c'est vous essayez plusieurs câbles si jamais ça ne fonctionne pas. Moi, en l'occurrence, ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé dernièrement. Je l'avais branché à mon ordinateur et le problème était le câble, donc j'ai perdu un bon moment avant de changer de câble. Pour ça, j'ai simplement appliqué une astuce que je conseille à tout le monde de faire. C'est que quand vous essayez avec un câble ou une carte et que vous n'êtes pas sûr, c'est la première fois, ouvrez un IDE Arduino ou autre chose, prenez un exemple de code, téléversez-le, vraiment un truc simple que vous maîtrisez, de façon à vérifier que ben, le problème il vienne bien de votre matériel. Et si jamais vous arrivez à téléverser le code et que ça fait par exemple clignoter la diode, vous savez que c'est bon, la carte fonctionne, le câble fonctionne, vous téléversez. Si ça ne marche pas par la suite, ça ne vient pas du tout de la partie matérielle. Donc là, ce qu'on va aller regarder, c'est le site de FluidNC. Et en fait, c'est une amélioration de GRBL pour fonctionner sur des cartes en 32 bytes. Si ça ne vous parle pas, juste le truc à retenir, c'est que les ESP32 fonctionnent en 32 bytes, comme d'ailleurs les anciens ordinateurs. Aujourd'hui, un ordinateur tourne en 64. Pour comprendre un peu la différence de vitesse de calcul, c'est que l'Arduino Uno, lui, il fonctionne en 8 bytes. On passe de 8 bytes à 32 bytes. Donc c'était FluidNC issu en fait de ce premier projet qui consistait à pouvoir installer GRBL sur des cartes de 32 bytes. Et en fait, FluidNC a changé de nom parce que leur but était vraiment de se démarquer de GRBL et dire non, en fait, c'est vraiment un projet 32 bytes. On peut faire beaucoup plus que juste copier, adapter GRBL. On va réintégrer des fonctionnalités, prendre en compte plus de choses, proposer des interfaces. Donc, c'est vraiment un projet à part entière qui a évolué. Pour faire un premier tour sur FluidNC, donc ce qu'on peut voir, c'est ça, c'est que c'est optimisé pour ESP32. Ça ne fonctionne que sur des ESP32, attention, ça ne fonctionnera pas sur des ESP8266. Donc là-dessus, on peut aller vérifier tout ce qui est pris en compte. Les compatibilités
Alors, ça, c'est ce que j'aime beaucoup. FluidNC, quand vous l'installez sur votre carte, il faut savoir que par défaut, si vous ne voyez pas, pour générer votre G-code, une option qui vous dira FluidNC, vous pouvez utiliser GRBL comme vous faisiez avant. Toutes les commandes sont prises en compte. Il n'y a pas de stress avec ça. Vous préparez un projet, vous dites c'est pour GRBL, ça fonctionnera avec FluidNC. Si vous avez un programme qui vous dira FluidNC, là, vous le spécifiez, ça permettra de prendre en compte plus de paramètres. Mais par défaut, tout ce qui est du langage GRBL est complètement pris en charge par FluidNC. Ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est comment l'installer. Alors pour l'installer, c'est assez simple. On clique sur le lien d'installation. Et ce que j'aime beaucoup, vraiment ce qu'ils ont fait qui m'a plu, c'est qu'en fait, ils ont une application web. Et donc là, l'application web, comme on voit, c'est FluidNC Installer. Donc si jamais l'anglais, c'est pas votre fort, j'ai le traducteur par défaut. Voilà, on passe la page en français. Donc c'est le programme d'installation FluidNC en ligne. Ce qu'on a simplement à faire, c'est relier notre ESP avec un câble USB à l'ordinateur et on va cliquer tout d'abord sur Connecter. Ici, on va être invité à sélectionner notre carte. Donc par défaut, on va tout en bas et on sélectionne la bonne carte en question. Si je fais Show détail, ça va me permettre de voir ce qui se passe. Alors si ça charge trop longtemps, vous pouvez essayer d'appuyer sur Boot sur votre ESP32. Il y a un petit bouton qui permet d'appuyer dessus. Et ce qu'on veut, c'est en fait établir la connexion avec le contrôleur. Donc là, ça mouline, c'est en train de communiquer avec la carte pour vérifier qu'elle soit prise en compte. Et là, comme on voit, moi, ça vient de charger, ça arrive à établir la connexion. Alors, ce qui se passe, c'est que vu que c'est la carte que j'ai utilisée la semaine dernière, il y a déjà FluidNC installé dessus. Là, si vous n'aviez pas FluidNC d'installer dessus, vous seriez directement envoyé sur cette page-là qui vous dit quelle version vous voulez installer. Donc là, par défaut, on va choisir la dernière. On va dire installer sur le SP32. Ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on nous propose différentes variables d'installation. Soit le mode qui prend en charge le Wi-Fi et l'interface web, soit le mode qui prend en charge la série le Bluetooth, soit qui prend rien en charge. Bon, moi, par défaut, c'était le Wi-Fi qui m'intéressait. Quand on clique ici, on peut avoir soit une nouvelle installation, on part de zéro, ça écrase tout ce qu'il y a dessus, soit on fait une mise à jour du firmware. Donc on a le détail. Le dernier, ça c'est pour se mettre à jour, mode du système, et là, les données. Bon, nous là, vu qu'on veut faire vraiment une installation de zéro, on va faire installer, tout écraser. Ici, je sélectionne 115 200 vitesses de communication avec mon ESP32, et là, je vais aller voir si tout se passe bien. Donc on voit qu'il dit qu'il s'est connecté, la puce a été reconnue sous ce nom de version, il écrase, et là il se met à écrire. Okay. Donc là on part sur une bonne base, je vais faire gaffe de ne pas accidentellement le débrancher en le déplaçant. Voilà, donc quand c'est terminé, on a un petit bouton qui s'appelle Continue qui apparaît, on clique dessus, ça recharge, et là on arrive avec un message d'erreur. Là en fait il a besoin d'une configuration initiale parce que c'est nous qui décidons en fait directement ce qu'on veut en faire de cette carte. Donc c'est là par défaut, on n'a pas de configuration qui nous dit si c'est pour une CNC à un axe, deux axes, trois axes, 4, 5, et c'est nous qui allons tout setuper. Donc là, quand je viens dessus, en fait, je peux voir que dans mon log, j'ai ici le message d'erreur qui me confirme ça, qu'il ne trouve pas le fichier config.yml. Donc je vais fermer, et je vais aller dans File, et là, en fait, on voit que vu qu'il n'existe pas, il nous propose de le créer. Donc on va aller dans Créer. Ici, on peut donner une nouvelle configuration comme nom. Ça, je le laisse par défaut. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on va aller dans Axe. Et en fait, Axe, ici, on va trouver toutes les possibilités que le SP32 peut prendre en charge, c'est-à-dire jusqu'à 6 axes, le X, Y, Z, A, B et C. Et on a simplement à activer le nombre d'axes dont on a besoin. Donc par exemple, là, je peux activer X, Y, Z. Donc là, moi, pour le test, je vais juste activer X. Ici, il nous met la configuration par défaut, step minute, et la vitesse maximum. Donc ça, pas d'inquiétude, on peut tout laisser par défaut. Sinon, si on sait exactement ce que c'est nos configurations sur la machine qu'on est en train de faire, on peut les renseigner à ce moment-là, mais pas d'inquiétude. On va être capable en fait de mettre ça à jour plus tard. Donc moi, par défaut, je dis, on laisse tout ça comme il faut. Ici, on peut dire qu'il y a un moteur qui est piloté. Donc le moteur qui est piloté, on a juste à l'activer. On peut en activer un deuxième. Ici, ce qu'on va dire, c'est qu'au niveau du driver, on va aller sélectionner soit un driver spécifique, soit standard. Le standard étant celui qui en fait prend comme les microcontrôleurs qu'on retrouve sur les Arduino, les shields Arduino quand on veut faire les CNC. Et ben voilà, on va cliquer là-dessus. Ce qu'on a besoin de renseigner, c'est le step pin et le direction pin. Donc la pin d'état et la pin de direction. Ici, vous voyez, ce qui est vraiment, moi ce que je trouve génial, c'est qu'on va sélectionner, il nous dit toutes les pins qui sont disponibles sur notre carte, et en fait, on va venir sélectionner la pin sur laquelle on veut
affecter en fait cette information. Donc mettons que là, moi, je lui dis que ça va être la 16-17, bah, il faudra que je relie mon driver à la pin 16 et 17 de mon ESP. Si, par exemple, vous utilisez un shield ou une carte préimprimée et que tous les circuits sont déjà dessinés, bon, bah, il faut que vous ayez noté en amont bah, quel driver est relié à quel pin. Vous le renseignez ici. Encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre à jour par la suite, donc il n'y a pas d'inquiétude si jamais on se trompe, on n'est pas obligé de faire la réinstallation. C'est justement la force qu'il y a avec cette approche-là, c'est que si jamais on veut modifier, rajouter un moteur, bah, en fait, on n'a pas tout réinstallé. On a juste à mettre à jour le fichier de configuration. Et ça va apporter beaucoup plus de souplesse. Voilà, une fois qu'il est créé, activé, on clique dessus, on dit valider. Je vais quand même revenir dessus parce que là, je l'ai fermé un peu vite pour montrer que là, en deuxième option, on avait les axes. Ici, on va voir justement tout ce qui est configuration de carte mémoire, de contrôle, d'écran. On peut activer les modes. Et ici, on a le résultat final qui est en fait le fichier YAML. Donc, si on connaît déjà ce genre de fichier, ça va nous parler. Sinon, bon, bah voilà, c'est juste pour expliquer que ça va juste créer ce fichier. Là, tout ce qu'on remplit, c'est pour en fait autogénérer ce fichier-là. Et comme on voit ici, j'avais sélectionné le pin 16 et le pin 17. Ben, on est capable de les modifier dans le fichier si on avait besoin. Voilà, une fois que ça c'est fait, moi j'ai tendance, pour contrôler que tout est bon, à cliquer sur un restart. Et là on voit que tous mes infos sont justes et que tout s'est bien passé. Alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai voulu justement avoir une puce qui se connectait sur mon réseau. Le problème, c'est que là, pour le moment, elle ne se connecte pas du tout sur mon réseau. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer son propre réseau. On va aller, moi, on peut setuper ça par la suite, encore une fois. Hein, c'est très très souple comme firmware. C'est ce que je trouve vraiment génial. Mais je conseille quand même de tout setuper au début, là, tant qu'on est dans la configuration et qu'on est relié en USB. C'est quand même très simple à partir de l'installeur web. Donc là, on clique sur l'option réseau Wi-Fi. Et ici, ce qu'on va voir, c'est que, bon, bah, en client station, il est connecté à rien du tout parce qu'on lui a rien identifié, mais si jamais il n'arrive pas à se connecter au réseau, par défaut, il va créer un réseau qui s'appelle FluidNC et le mot de passe, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si jamais vous le changez, on peut le changer ici directement. Mais donc, simplement que, pour le moment, si j'avais pas fait si je faisais pas de modification, je peux me connecter avec le Wi-Fi sur le réseau FluidNC et contrôler ma CNC comme ça sans fil. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais lui dire de se connecter sur mon réseau, je lui donne mon mot de passe et je fais sauvegarder. Et là on va aller vérifier en fait dans le log s'il a réussi à se connecter correctement au réseau. Moi je fais un start, on regarde ici, tout est bon. Là d'ailleurs on voit qu'il a setupé déjà les musax. Et là, ah, on voit qu'il a réussi à se connecter et que j'ai d'ailleurs un IP qui m'a été donné. Donc ça, c'est mon IP local. C'est ce que je peux avoir sur... je peux y accéder en fait à partir du moment où je suis déjà connecté à ce réseau-là. Et là, comme on peut voir, eh ben, j'ai pu directement me connecter au microcontrôleur. Donc là, faut voir une chose. Cette interface-là qu'on voit, c'est l'interface qui est générée par la carte. Tout est en mémoire. Donc là, je peux être branché sur une batterie externe, ça fonctionnerait de la même façon. C'est pas le fait d'être relié en USB sur l'ordinateur. Et donc là, ce qu'on va retrouver, on va pouvoir faire un petit tour d'horizon. Bon, bah, on a un petit panneau de contrôle avec X, Y et le Z ici. Ici, on peut définir en fait le déplacement au niveau de sa vitesse. Là, c'est en cliquant sur les options que ça permet de changer la distance. On a des états, on peut paramétrer pas mal d'options. Ici, on a les fichiers qui seraient en carte mémoire. Donc là, ce que je disais, c'est que dans le fichier YAML, on peut connecter en fait un branchement de carte SD sur le SP32 et insérer une carte SD pour avoir de la mémoire. Si on avait fait ça et qu'on le renseigne dans le fichier YAML, bah, on pourrait stocker des fichiers sur cette carte et on le verrait ici. C'est d'ailleurs comme ça au niveau sans fil que va fonctionner la CNC avec ce genre de module. C'est qu'en fait, ça va être exactement comme l'imprimante 3D que j'ai juste là à côté de moi, dans lequel, bah, quand je m'en sers, normalement, je prépare un fichier, je le mets sur la carte SD, je l'ouvre sur mon imprimante et je l'exécute. Bah, là, je ferai la même chose. Je prépare mon fichier, je le mets sur la carte SD et je pourrais en fait aller le chercher et lui dire bah, exécute ce programme-là. Ici, on retrouve les commandes. Donc, ça, c'est le petit log. Par défaut, par exemple, si je dis $$, on voit bien qu'il m'affiche la configuration. Donc là, c'est comme GRBL, on retrouve exactement les mêmes genres de commandes. On peut activer et régler en fait les paramètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un deuxième onglet. Alors sur cet onglet-là, je vois qu'il y a pas mal de choses. Aller voir les fichiers locaux, mettre à jour le firmware. Donc là, ça, ce qui est bien, c'est que si on l'a connecté au réseau comme ça, comme je viens de le faire, on peut le mettre à jour directement sans avoir besoin de le reconnecter à l'ordinateur. On peut le redémarrer. Donc ici, on a les informations ZTP. Donc ça, c'est les ports,
Wi-Fi. Et à côté de ça, on a la configuration. La configuration, là, on a quoi? X max. Donc c'est ici qu'on pourrait venir manuellement changer les paramètres de vitesse de nos axes. Et là, si je ne me trompe pas, c'est que c'est un mode tablette. Je ne trouve pas très beau. Il faut comprendre que si on utilise un vieux téléphone ou une tablette, ça peut être plus pratique à voir que cet aperçu-là. Déjà, bah, les gros avantages, c'est qu'on se retrouve avec une carte qui coûte moins cher qu'un Arduino et qu'on peut configurer avec plus de moteurs. C'est une carte qui en plus va permettre de relier une carte SD pour avoir de la mémoire, d'être complètement autonome. Alors attention, là je montre ça, il n'empêche que là je la branche en USB sur l'ordinateur, j'ouvre un contrôleur comme CNCJS et je peux la piloter, hein, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner comme avec un Arduino. Il y a une rétrocompatibilité totale au niveau des fonctionnalités. Si je génère un fichier puis je ne trouve pas FluidNC comme étant une des sorties possibles pour générer mon G-code, et ben en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux choisir GRBL, qui est justement un langage très très répandu. Il va prendre en compte l'intégralité des codes envoyés. Moi, pour terminer, je dirais que je trouve ça assez incroyable de se retrouver avec une carte, avec un programme comme ça qui permet en un seul composant et avec un seul firmware de se retrouver à piloter une CNC qui va prendre jusqu'à 6 axes, qui va être capable de gérer de la mémoire, qui va être capable de proposer une interface. Là, il faut quand même se dire une chose. Si je fais ma CNC avec cette carte-là, avec un ESP32, et ben en fait, la CNC que je vais créer, je pourrais très bien réutiliser une vieille tablette ou un vieux téléphone qui ne sert plus, simplement le connecter au réseau si jamais je mets ça dans mon garage et que j'ai pas de réseau, et piloter ma CNC en complète autonomie. Et ça, je trouve ça quand même assez fantastique parce que ça va permettre vraiment de répondre à un certain problème qu'on a au niveau de tout ce qui est CNC de bureau, c'est ce besoin d'avoir un ordinateur relié en permanence à la CNC pour le piloter, ou ben voilà, d'avoir un écran avec une interface. La différence, c'est que ça demande souvent de l'adapter, alors que là, en fait, je pourrais très bien avoir mon téléphone qui est relié dessus, mais depuis une tablette, depuis chez moi, bah, me connecter sur le réseau et en fait voir où ça en est et le contrôler aussi. Donc c'est une grosse polyvalence que j'apprécie beaucoup. Par contre, au niveau des inconvénients, ce que je vois, que je vais noter actuellement, c'est que si on veut faire ce projet, eh ben, on doit pas mal jouer à devoir relier les petits fils ensemble parce que on trouve pas en fait dans le commerce des shields comme le shield Arduino. On peut faire fabriquer ce genre de carte comme moi j'ai fait faire. Le problème qu'il y a, c'est que faut vérifier exactement à quoi correspondent les sorties. Il faut tout souder dessus. Donc, l'inconvénient que je verrais, c'est que par défaut, on n'est pas encore sur des projets extrêmement accessibles. L'autre inconvénient que je vois, c'est qu'on est sur du micro USB. Moi, j'aime pas beaucoup ça parce que je trouve ça plus fragile. Donc pareil, c'est important que si on se fait une carte, quasiment de permettre d'avoir l'alimentation 12 volts avec un transformateur qui alimente votre carte directement, de façon à pas s'embêter en fait à avoir un branchement USB. Sinon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un petit cas concret. Je m'étais fabriqué justement moi une carte avec tous les éléments soudés dessus. Donc ici, on peut voir que j'avais mis un driver. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Donc pour ça, je relie simplement. Moi, j'ai pas encore mis de transformateur dessus qui va le prendre en charge, donc je dois brancher une batterie externe sur l'ESP et alimenter en 12 volts la carte pour pouvoir alimenter le moteur. Et là, on va faire un test. Donc si je reviens justement sur mon interface, ici, on voit que j'étais sur l'IP de ma première carte. Mais si on ne connaît pas l'IP, il suffit de taper fluidnc.local et en fait, ça va se connecter automatiquement à la CNC fluidnc qui trouve sur le réseau. Si jamais vous aviez plusieurs CNC allumées en même temps, il faut préciser l'IP précise pour chacune d'entre elles. Par contre, si on n'en a qu'une seule, on tape fluidnc.local, ça va se connecter à la première qui trouve. Et là, donc, on voit qu'on retrouve exactement la même interface. La petite différence que j'ai, moi, ici, c'est que c'est une carte CNC 4 axes. Je me retrouve à pouvoir piloter un axe A en complément de l'axe X, Y et Z. Sur l'interface, ici, on avait vu qu'on avait X, Y, Z, mais pas A. Et en fait, pour avoir accès à A, c'est ici qu'on va sélectionner l'axe A et on peut voir que là, j'ai un homing A et les boutons ont changé pour piloter l'axe A. Voilà, c'est la petite subtilité à connaître. Quand on met plus d'axes, s'il n'y a pas des nouveaux boutons qui s'ajoutent ici, c'est le bouton Z qui se fait personnaliser pour les commandes Z se font personnaliser pour justement piloter correctement notre moteur. On va faire un essai. Donc je vais juste vérifier que je ne fasse pas de bêtises. J'ai branché moi sur la sortie X, j'ai mis un driver. Et effectivement, comme on voit, ça fonctionne. Alors là, c'est génial, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Là, je suis connecté à distance sur la carte à partir de mon ordinateur.
Là, la carte n'est pas reliée à l'ordinateur, hein, et je peux piloter les moteurs. Ce qui veut dire que là, je viendrai charger un fichier, donc il faudrait évidemment que j'ai mis une carte SD en amont. Je viens chercher un fichier, je l'exécuterai, j'aurai la machine qui partirait à réaliser le projet. Je sais pas vous, moi je trouve ça quand même assez magique, c'est vraiment malade. Parce qu'il y a eu une simplicité de mise en place qui est considérable. Là pour le moment, j'ai installé 0 logiciel sur mon ordinateur. Je suis allé sur un site qui m'a permis d'installer le firmware sur la carte et depuis tout se pilote directement depuis la carte. Je me connecte à distance dessus. Donc on a vu ce que c'était, sur quoi ça s'installait, comment on faisait l'installation, comment on faisait la configuration, et est-ce que ça fonctionnait vraiment de piloter sa CNC en fait à distance. Si tu n'as pas encore de machine et que tu en cherches, eh ben, regarde dans la description, j'ai des plans gratuits que tu peux télécharger pour fabriquer ta propre machine.